Europe 1. Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Va-t-on enfin voir le bout de la crise politique ou au contraire, allons-nous droit dans le mur de la censure? L'heure de vérité aujourd'hui pour Sébastien Lecornu et son deuxième gouvernement. Le locataire de Matignon réunit ce matin son premier conseil des ministres. Il se prêtera cet après-midi au périlleux exercice de la déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Un double test politique, Arthur Delaborde. Le gouvernement entre directement dans le dur. Ce matin, le premier conseil des ministres est presque entièrement consacré au texte budgétaire. Les deux copies projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale seront présentées et a priori adoptées, car le temps presse. L'Assemblée et le Sénat ont 70 jours pour adopter le budget de l'État, 50 jours pour celui de la sécurité sociale avant que le Conseil constitutionnel ne tranche sous 8 jours. Or, l'exécutif doit tout boucler avant le 31 décembre, faute de quoi une loi spéciale reconduirait les crédits de 2025, gelant les dépenses. Mais le premier vrai test politique se joue cet après-midi. Sébastien Lecornu prononcera sa déclaration de politique générale. Il devra dire où il veut aller: retraite, impôt sur les hauts patrimoines, aide médicale d'État. Autant de marqueurs pour juger si la rupture promise est réelle. Le Premier ministre promet sobriété et unité, mais son cap reste flou et il ne demandera pas la confiance par crainte de la perdre. Demain ou après-demain viendront les votes de censure, des scrutins serrés, décisifs pour la survie du gouvernement. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Alors, ces motions de censure déposées par le Rassemblement national et la France insoumise hier, elles pourraient avoir la peau du gouvernement Lecornu 2. Christophe Bordet, c'est le Parti socialiste qui détient aujourd'hui le pouvoir de sauver ou non le gouvernement. Oui, c'est un peu l'heure de la revanche qui a sonné pour les socialistes qui se plaignaient depuis des mois d'être le paillasson de la Macronie avec seulement leurs 69 députés à l'Assemblée, sont désormais la clé de voûte du maintien ou non du gouvernement Lecornu. L'avertissement est clair. Si lors du discours de politique générale cet après-midi, le Premier ministre ne prononce pas la phrase « suspension immédiate et complète de la réforme des retraites », eh bien oui, ce sera la censure. Sébastien Lecornu n'a pas de marge de manœuvre et il le sait, le groupe socialiste a toujours joué en rang serré. Aucune voix n'a manqué par exemple lorsqu'il a fallu renverser Michel Barnier. Cette fois-ci, à l'occasion des deux motions de censure du RN et de LFI examinées demain ou jeudi, 25 suffrages suffiraient pour atteindre la majorité absolue de 289 voix nécessaires à la chute du gouvernement. Il y en a déjà 264 de sûres et certaines. La pression des socialistes sur Sébastien Lecornu est d'autant plus forte qu'eux-mêmes sont sous la pression de LFI, des communistes et des Verts qui veulent absolument qu'il vote la censure. Christophe Bordet, le gouvernement sur la sellette, obligé de satisfaire les socialistes, le budget incertain, la crise politique qui semble sans fin. Et qu'en dit Emmanuel Macron ? Comme disait ma grand-mère, à chaque jour suffit sa peine. Donc je vais remonter dans mon avion et préparer demain. Voilà, Emmanuel Macron qui dit préparer demain. Entendez, aujourd'hui, le chef de l'État va présider donc ce matin le Conseil des ministres. Oui, et avant de redécoller et de quitter l'Égypte, Emmanuel Macron a été interrogé sur la situation politique en France. Fin d'une séquence internationale historique pour lui. Oui, à Sharm el-Sheikh, hier, une vingtaine de dirigeants turcs, qataris ou européens se sont réunis pour la signature officielle de la déclaration de cessez-le-feu à Gaza. Tous réunis autour de Donald Trump qui a proclamé le retour de la paix au Moyen-Orient. Le président américain a clamé en Israël comme l'artisan du retour des 20 derniers otages vivants du Hamas. Oui, ils viennent enfin de se réveiller dans leur pays après plus de 2 ans aux mains des terroristes. Bonjour Cyril de la Morinerie. Bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv en direct avec nous. Cyril, depuis hier, on voit les vidéos des otages qui ont pu serrer leurs proches dans leurs bras. Des retrouvailles extraordinaires après 738 jours d'angoisse. Oui, quand on regarde ces vidéos, on est transi d'émotions. Il y a d'abord les retrouvailles entre Ariel David et leurs 2 épouses qui, elles, avaient été libérées il y a un peu moins d'1 an des tunnels de Gaza. Les 2 couples s'enlacent, s'embrassent. C'est aussi un torrent de joie qui déferle dans l'hôpital quand Ethan Horn retrouve son frère qui avait été libéré le 15 février dernier. On le voit ensuite enlacer son jeune fils qu'il n'avait pas revu depuis 2 ans. Tous les jours, je pensais à vous. Tous les jours, je pensais à vous, mes enfants chéris. Ces vidéos de retrouvailles entre les ex-otages et leurs familles ont ému tous les Israéliens, en particulier Nathalie. C'était triste et joyeux en même temps. Tout le pays ressent la même chose. De voir les otages sourire avec tant de souffrance, c'est incroyable. J'ai regardé cette vidéo au moins 3 fois. Alors Cyril, après cette première nuit, on en sait un peu plus sur la santé des ex-otages. Comment vont-ils ?
Écoutez, les ex-otages sont apparus plutôt en bonne forme hier à leur arrivée à l'hôpital, mais en réalité, ils sont extrêmement affaiblis. Les médias israéliens commencent à dévoiler les conditions de vie dans les tunnels de Gaza. Selon Israel Today, certains ont perdu la moitié de leur poids, d'autres n'étaient autorisés à se doucher que rarement lorsqu'ils étaient à Gaza. Omri Miran n'a pu se laver que le jour de son mariage après en avoir fait la demande à ses ravisseurs. Tous étaient enchaînés, ne voyaient le jour que rarement. Les séquelles physiques et psychologiques sont donc immenses. À l'hôpital, la priorité est de leur offrir un environnement paisible, accueillant, relaxant, entouré de leur famille. Les anciens otages vont passer des examens plus poussés à partir d'aujourd'hui. C'est un lent retour à la vie qui se profile pour eux. Merci Cyril de la Morinerie, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Notez que 24 dépouilles d'otages décédés en captivité sont toujours attendues en Israël. Seuls 4 ont été rendues hier. Frédéric Simon est également avec nous, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. La question qui nous préoccupe maintenant, c'est l'après. Après le retour des otages. Il reste encore beaucoup à négocier pour obtenir une véritable paix dans la région. Que va-t-il se passer maintenant, Frédéric ? L'euphorie provoquée par la libération des derniers otages encore vivants est encore présente, mais les premières difficultés dans l'application du plan de paix américain ont fait très vite leur apparition. La question de la restitution des corps des otages morts en détention est la plus immédiate. Le Hamas s'était engagé à restituer 28 dépouilles mortelles. Hier, il n'en a remis que 4 qui sont encore en cours d'identification à l'Institut médico-légal israélien. L'organisation terroriste a prétendu à plusieurs reprises qu'elle était dans l'incapacité de localiser l'ensemble des 28 corps, mais l'on ne s'attendait pas en Israël à ce qu'un si petit nombre soit restitué. Le ministre de la Défense, Israël Katz, et le Forum des familles des otages parlent d'une violation des termes de l'accord qui pourrait, c'est ce que laissent entendre les autorités, entraîner des représailles côté israélien. Sur le long terme, d'autres difficultés risquent d'émerger. Elles concernent essentiellement les modalités du désarmement du Hamas et l'établissement des organismes régionaux ou internationaux chargés respectivement de l'administration civile de la bande de Gaza et de sa sécurisation. Sur ces questions, le plan de paix américain envisage des solutions formulées avec suffisamment de flou pour être acceptable par toutes les parties en présence. Une méthode qui peut s'avérer efficace, on l'a vu hier, mais dont les limites commencent à apparaître. Merci Frédéric Simon à Tel Aviv pour Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h08. Une minute de silence dans tous les collèges et lycées de France ce matin en hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard. Personne n'a oublié ces 2 enseignants victimes du terrorisme islamiste. Octobre 2020, Samuel Paty décapité à Conflans-Sainte-Honorine. Octobre 2023, Dominique Bernard poignardé par un ancien élève radicalisé à Arras. Hier soir déjà, un vibrant hommage a été rendu au professeur de lettres de la cité scolaire Gambetta. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Nord, Maximilien Carlier. Funambule, danse et musique devant la cité scolaire Gambetta-Carnot. C'est dans cet établissement que Dominique Bernard a été assassiné par un jeune radicalisé, son épouse Isabelle Bernard. C'est un peu difficile de se retrouver ici 2 ans plus tard. On avance, on pense les blessures, on se répare. Un drame qui a marqué les élèves comme Louis, il était présent lors de l'attentat. C'était compliqué quand même de vivre ça dans le lycée. J'étais en cours, donc on a été confinés, etc. Ça, c'était une époque qui était très marquante et il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé. Un hommage qui a rassemblé près de 300 personnes. Philippe, enseignant et ami de Dominique Bernard. On essaye de le faire revivre à travers ces commémorations, mais malheureusement il n'est plus là pour nous parler avec toute sa joie de vivre. C'est quelqu'un qui vivait sa matière. Avec Samuel Paty, ces enseignants sont malheureusement devenus des symboles, ajoute-t-il attristé, des hommes qui sont morts pour l'école, pour la République. À Arras, Maximilien Carlier, Europe 1. Et puis le football, les Bleus devront encore attendre avant de valider leur ticket pour le Mondial 2026. Oui, match nul 2 partout hier soir face à l'Islande. Pour se qualifier, il faudra donc battre l'Ukraine le 13 novembre prochain à Paris. Merci Fanny Marceau, c'était votre